céréales. Par rapport à ce qu'on peut dire sur la nouveauté sur la maladie cœliaque, c'est que avant, elle était considérée plus comme un problème digestif. C'était des diarrhées, c'était un problème, on peut dire, purement digestif. Maintenant, la maladie cœliaque, on peut dire qu'elle a changé de visage. Elle se présente différemment. Cliniquement, maintenant, on cherche, je veux dire, la maladie cœliaque, elle se présente plus pour d'autres problèmes. On va le voir, bien sûr, dans la clinique, mais c'est le premier message à passer. Donc, il ne faut pas s'attendre dans la maladie cœliaque, je veux dire, à des diarrhées, à un ballonnement abdominal. Il faut être alerté à d'autres signes. Par exemple, une anémie isolée, par exemple, une aménorrhée chez une fille, par exemple, une alopécie, etc. On va le voir en détail. C'est comme ça qu'elle se manifeste actuellement. Elle a changé pratiquement de visage. On sait aussi que cette maladie cœliaque, donc, elle survient à n'importe quel âge. Donc, sur un terrain qui est génétiquement prédisposé, on va le voir. Tout ça, il y a la manifestation digestive, surtout, elle est associée à une atrophie de la muqueuse intestinale. La prévalence. Donc, dans notre contexte, donc, sur Alger, donc, ils ont trouvé 0,5%. Sur l'Oranais, c'était à 0,1%. Bien sûr, l'établissement de la prévalence de la maladie cœliaque, bien sûr, ça va dépendre de votre moyen d'investigation. Si vous attendez, par exemple, d'avoir une symptomatologie clinique, vous aurez une prévalence qui est moindre, par exemple, par rapport aux gens qui vont aller la rechercher avant même l'installation de symptomatologie clinique. Par exemple, on va le voir après par la demande de sérologie chez certains types de patients. Par exemple, cette prévalence, elle est augmentée, par exemple, chez les parents de premier degré d'un malade cœliaque. Par exemple, si vous avez un malade qui est cœliaque, donc sa fratrie, ils ont, je veux dire, plus de chances de faire une maladie cœliaque par rapport à la population générale. Si vous avez un père cœliaque ou une mère cœliaque, ces enfants, ils ont plus de chances ou de malchance de développer une maladie cœliaque. D'ailleurs, on va le voir après, d'où l'intérêt du dépistage. Pour dépister ces malades-là, avant l'installation de la symptomatologie clinique et des complications de la maladie. Dans la trisomie 21 aussi, la prévalence, elle est de 5%. On avait vu la prévalence de la population générale, elle était de 0,5 jusqu'à 1%. On voit par exemple dans la trisomie, elle est de 5%. Dans les parents de premier degré, elle est de 11%. Le syndrome de Turner aussi, la prévalence de la maladie cœliaque, elle est entre 2,5 à 8%, de 2% à 8%. Donc la prévalence de la maladie cœliaque, donc il est élevé. Dans le diabète de type 1, donc ça, on ne va pas l'arrêter de dire. Donc, si vous avez un enfant qui est diabétique, donc il a une forte chance, je veux dire, il a plus de prévalence de développer une maladie cœliaque. Pourquoi on dit ça? C'est pour aller rechercher cette maladie cœliaque. Il ne faut pas attendre que l'enfant devienne symptomatique ou développe des complications. Je veux dire, ça, c'est ça notre rôle, d'ailleurs, d'arriver, je veux dire, de faire un diagnostic avant d'arriver aux complications, etc. Nous, on avons fait un travail donc, à la clinique Saint-Michel par rapport aux diabétiques de type 1. On avait noté, par exemple, que la maladie cœliaque, elle se développe dans les 5 premières années, après le développement du diabète. Donc, l'enfant qui devient diabétique, dans les 5 ans qui suivent le diagnostic du diabète, c'est là où il y a la plus de chance de développer une maladie cœliaque. Ça veut dire, c'est dans ces 5 ans-là qu'il faut, je veux dire, s'acharner à la rechercher, parce que probablement, on va la retrouver. Il y a par exemple la thyroïdite auto-immune. Donc, dans la thyroïdite aussi, c'est une maladie auto-immune. Donc, la prévalence de la maladie cœliaque, donc aussi, elle est augmentée. Elle est de 7 à 10% par rapport à 0,5% qu'on avait vu dans la population générale. Par rapport à la thyroïdite, surtout chez les adolescentes, chez les filles, les adolescentes. Donc, si on a une fille, surtout une adolescente qui a une thyroïdite auto-immune, donc il faut aller rechercher une maladie cœliaque en demandant une sérologie avant l'installation, je veux dire, de la symptomatologie clinique. Il y a aussi les hépatopathies, donc les hépatites auto-immunes, la cholangite biliaire primitive et les hypertransaminasémies inexpliquées. Ça, c'est un peu fréquent. On a des malades où on trouve des TGO-TGP qui sont élevés, mais on demande des sérologies qui sont négatives, etc. Donc, ces hypertransaminasémies, ça peut être une maladie cœliaque. Donc, j'ai un malade qui a des TGO-TGP élevés, je ne trouve pas les sérologies, je veux dire virales, qui sont négatives. Donc là, je peux penser à une maladie cœliaque. Je peux demander une sérologie cœliaque et j'ai des chances de tomber sur une maladie cœliaque. Maintenant, quels sont les facteurs de risque pour développer une maladie cœliaque? Bien sûr, le gluten. Donc, il faut que l'enfant ait ingéré du gluten. Il ne peut pas développer une maladie cœliaque avant d'avoir ingéré le gluten. La génétique.
le HLA-DQ2, DQ8. Ce rôle de la génétique, c'est une prédisposition pour développer une maladie cœliaque. L'intérêt de la génétique, ce qui est intéressant, c'est que ça a une valeur prédictive négative. Si vous avez, par exemple, un enfant chez qui vous suspectez une maladie cœliaque, vous avez, par exemple, une contradiction entre la sérologie, entre la NAPAT ou la clinique et vous n'arrivez pas à avoir une concordance, la génétique, elle peut aider. Si votre enfant, vous faites votre génétique si c'est possible pour vous, si l'enfant n'est pas HLA, DQ2, DQ8, eh ben, c'est pas un cœliaque. Il ne peut pas être un cœliaque. On ne peut pas être un cœliaque si on n'a pas le HLA, DQ2, DQ8. Donc, ça, c'est très important. Un petit mot pour la physiopathologie. C'est que cette intolérance au gluten, elle est due à l'ingestion de gluten. Donc, ce gluten qui va passer par les cellules épithéliales, il va être en contact avec le système immunitaire. Donc, les cellules immunitaires, elles vont être en contact avec la gliadine, donc une composante du gluten. Et ça va développer, on ne va pas entrer dans le détail, ça va développer des réactions immunologiques très importantes. Et une des conséquences de cette réaction immunologique, c'est l'atrophie villositaire. Je veux dire, c'est la destruction des cellules épithéliales intestinales. Donc, c'est propre organisme qui va attaquer ces cellules épithéliales. Il va détruire, je veux dire, entre parenthèses, son intestin. Une autre manifestation, c'est l'apparition des auto-anticorps. Ces auto-anticorps qui sont très intéressants pour le diagnostic et très intéressants pour la compréhension de la maladie. Le fameux iceberg de la maladie cœliaque, donc ça c'est très important. Donc pour dire que le malade cœliaque, quand il y a une symptomatologie clinique, ça c'est la petite partie de l'iceberg qui est apparente, la toute petite partie apparente. Ce qui est en bas de l'eau, je veux dire, le fond de l'iceberg, c'est la grande majorité des cas, c'est la majorité des cas. C'est les formes silencieuses, les formes latentes. C'est quoi ces formes latentes? C'est des malades cœliaques qui ne présentent pas une symptomatologie clinique ou ils n'ont pas encore présenté une symptomatologie clinique typique ou atypique, on va le voir. Chez ces malades-là, simplement, c'est la sérologie qui est positive. Ou il y a une atrophie villositaire, mais cliniquement, il n'y a pas de manifestation clinique. Et ce qui est intéressant, c'est ces malades-là. C'est des malades qu'il faut aller les dépister, il faut aller les rechercher pour qu'ils n'arrivent pas au stade de la symptomatologie clinique et au stade des complications. Pour les signes cliniques, il y a des signes cliniques, je veux dire, digestifs qui sont connus par tout le monde, je veux dire, diarrhée chronique. Je veux dire, s'il y a un enfant qui présente une diarrhée chronique, je veux dire, tous les médecins pratiquement, ils vont penser à une maladie cœliaque. Diarrhée chronique ou diarrhée intermittente. Et constipation, ça, je veux dire, la maladie cœliaque, elle se manifeste actuellement plus avec des constipations que des diarrhées. C'est ça ce qu'on avait dit. C'est le changement de cette clinique. Le malade cœliaque actuellement, ils font pas beaucoup de diarrhée, beaucoup de ballons. Ils font plus de constipation, par exemple. Il y a la douleur abdominale aussi, la douleur abdominale chronique. Donc, parfois, on n'y pense pas. Parfois, c'est des douleurs, on dit que c'est des coliques ou c'est des douleurs fonctionnelles ou c'est un côlon irritable. La maladie cœliaque actuellement se manifeste souvent par des douleurs abdominales. Donc, devant des douleurs abdominales chroniques isolées, il faut penser à une maladie cœliaque. Il faut oser aller demander une sérologie cœliaque, bien sûr, avant d'arriver à la biopsie. On a l'abdomen distendu, ça c'est connu. Donc, les nausées aussi, les vomissements aussi, c'est pas un motif fréquent que, je veux dire, les médecins prennent pour un symptôme pour de la maladie cœliaque. Là, les vomissements chroniques, ça peut être une maladie cœliaque. Souvent, on pense au reflux, etc. Donc, il faut penser à une maladie cœliaque. Il faut oser demander, je veux dire, une sérologie cœliaque. Maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est ces symptômes-là. Les symptômes qui ne sont pas digestifs. C'est les symptômes qu'on appelle des signes extra-intestinaux ou extra-digestifs qui sont de plus en plus fréquents dans la manifestation de la maladie cœliaque. Il y a la perte de poids, il y a aussi le retard de croissance. Ce retard de croissance qui peut être que statural, donc un retard statural. Un retard statural, ça peut être une maladie cœliaque. Souvent, on pense aux hormones de croissance, il faut penser à une maladie cœliaque. Une petite taille, une puberté retardée chez les filles, ou une aménorrhée chez la nourrissante. Une aménorrhée chez la nourrissante, ça peut être une maladie cœliaque.
une irritabilité, une fatigue chronique, une neuropathie, une arthrite, des arthralgies. Des arthralgies, ça peut être une maladie cœliaque, une arthrite, une anémie chronique mais isolée. Quand il y a des diarrhées chroniques associées à une anémie, souvent on y pense. Mais si c'est une anémie chronique qui est isolée, il n'y a que l'anémie. Un enfant, il n'y a pas d'amaigrissement, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de ballonnement, il n'y a que l'anémie qui ne cède pas au traitement. Il faut penser à une maladie cœliaque. Il y a aussi les problèmes de la minéralisation. Ça, je veux dire, ça, c'est rarement, je pense que c'est rarement il y a des médecins qui vont aller demander, par exemple, une ostéodensitométrie pour rechercher la minéralisation d'un enfant, même s'ils savent qu'il est cœliaque. Alors on trouve des catastrophes. On trouve vraiment des enfants, des adolescents avec une ostéoporose, carrément des ostéoporoses. Je veux dire que c'est grave qu'un enfant arrive au stade d'ostéoporose alors qu'on ne sait même pas, on ne sait même pas qu'il a un problème, je veux dire, osseux. Alors qu'il est, surtout chez les adolescents, on peut trouver vraiment, c'est vrai que c'est rare, c'est pas très fréquent, mais on a trouvé des ostéoporoses chez des adolescents ou des adolescentes. Imaginez une fille adolescente avec ostéoporose, quand elle aura 40 ans ou 45 ans, 50 ans, qu'est-ce qui va arriver? Aussi, les fractures répétitives. Un enfant qui fait des fractures à répétition, il faut faire attention. Ça peut être une maladie cœliaque, ça veut dire que l'enfant, il a fait sa maladie cœliaque, sans manifestation, je veux dire clinique typique. Il est arrivé au stade de la déminéralisation osseuse. Si vous faites des radios, vous allez trouver des catastrophes. Il y a aussi les stomatites afteux, les aftes à répétition. Un enfant qui fait des aftes à répétition, il faut faire attention. Bien sûr, ça peut être une maladie de Crohn, ça peut être un autre problème, mais des aftes, un enfant qui fait des aftes, on n'a rien à peur de demander une sérologie cœliaque, ça peut être une maladie cœliaque. Les dysplasies dentaires, aussi, c'est très important. On a trouvé ça dans nos travaux. Donc, les dysplasies dentaires chez l'enfant. Rarement, on a, je veux dire, des médecins qui vont voir la dentition de l'enfant. Je veux dire, les dysplasies dentaires, ça peut être, si vous avez un enfant qui a une dysplasie dentaire, s'il y a une trouble de l'émail, s'il y a une pigmentation noirâtre, tout ça, il y a beaucoup d'autres signes, des glossites, etc. On ne veut pas trop détailler. Donc, ça, c'est des manifestations de la maladie cœliaque. Bien sûr, on l'avait dit, les biochimies hépatiques anormales. Vous avez des TGO, TGP élevés, vous ne trouvez pas la cause, ça peut être une maladie cœliaque. Donc, on avait vu des signes, qu'on appelle des signes atypiques, des signes extra-digestifs. Une anémie, une arthrite, une neuropathie, une irritabilité, une puberté retardée, une aménorrhée. Ça aussi, ça demande d'aller rechercher, par exemple, chez un enfant, par exemple, on a eu des enfants des adolescentes ou là, qui ont, par exemple, ils font une diarrhée, mais ils font un retard pubertaire. Mais on n'a pas à aller rechercher à classifier leur stade pubertaire, alors qu'elles avaient un retard pubertaire. Si vous avez une diarrhée chronique avec un retard pubertaire, dans 100% des cas, vous êtes sur une maladie cœliaque. Mais si vous ne cherchez pas ce retard pubertaire, je veux dire, pour l'examen clinique, etc., donc il faut aller au-delà, je veux dire, de rechercher un retard pubertaire, etc. Donc ça, c'est très important, rechercher une aménorrhée. Ça, c'est question que parfois on ne pose pas. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, là, ce qui est intéressant, c'est le dépistage. Je sais, par exemple, que mon malade, il a un certain type de maladie. Je sais que ces maladies vont être associées à une maladie cœliaque. Donc, je vais demander des sérologies. On va voir après quelle sérologie demander avant que mon malade arrive au stade de la maladie. Par exemple, j'ai un parent au premier degré qui est cœliaque. J'ai un père ou une mère, ou là, un frère, ou là, une sœur. Donc, je suis en droit d'aller rechercher, de faire des sérologies, de rechercher la maladie cœliaque chez la fratrie. Si j'ai une maladie auto-immune aussi, je suis en droit d'aller rechercher une maladie cœliaque. Un diabète de type 1, une maladie de la thyroïde, une maladie du foie, une trisomie 21, un syndrome de Turner, un déficit en EGA. Donc, il y a une association avec la maladie cœliaque. Donc, un diabète de type 1. D'ailleurs, on a fait des travaux sur ça. Par exemple, si vous avez par exemple un diabétique de type 1, par exemple par rapport à sa croissance, quand il sera adulte, donc je veux dire quand il va terminer sa croissance, en général le diabète, il n'y aura pas un ralentissement important sur sa croissance. Les diabétiques, quand ils sont grands, ils sont pratiquement la même taille que les sujets sains. Même des cœliaques qui, par exemple, qui suivent correctement sur leur régime, ou même s'ils ne suivent pas correctement le régime, je veux dire, ils peuvent avoir une taille finale qui est bonne. Mais dans l'association diabète avec maladie cœliaque, c'est une catastrophe. Je veux dire, le retentissement sur la croissance, il est vraiment net. Donc, d'où l'intérêt très intéressant chez les diabétiques d'aller rechercher une maladie cœliaque. Et même l'inverse d'un cœliaque de rechercher, je veux dire, un diabétique d'aller rechercher une maladie cœliaque. Parce que le retentissement sur leur croissance finale, je veux dire l'adulte, même si nous, en tant que pédiatre, souvent on oublie un petit peu l'adulte, mais
Ça, c'est très important. C'est notre rôle de mettre l'enfant sur les bonnes rails pour qu'à sa fin de croissance, même s'il a 18 ans, s'il a 19 ans, 20 ans, donc il aura une croissance qui est vraiment croissance normale. Maintenant, quels sont, je veux dire, le rôle de la sérologie quand je vais demander une sérologie? Quand, bien sûr, la sérologie, c'est pour poser l'indication de la biopsie. Je ne peux pas demander une biopsie comme ça directement devant, par exemple, une diarrhée chronique ou une ablopécie ou là. Donc, je vais demander sérologie pour m'orienter. Si ma sérologie, elle est vraiment fortement positive, donc, je suis à l'aise pour demander une biopsie qui va coûter de l'argent, qui va se faire, je veux dire, c'est un examen qui est invasif, etc. Donc, ça va me réconforter dans ma conduite. Aussi, ce qui est intéressant, par exemple, dans les dernières recommandations, on va le voir 2019, je veux dire, c'est qu'il y a une nouveauté. Donc, des recommandations européennes, actuellement, ils ne proposent plus la BDJ pour faire le diagnostic. On peut faire le diagnostic de la maladie cœliaque sans avoir recours à la biopsie duodéno-jejunale. Donc, la fameuse biopsie duodéno-jejunale. Mais ça, c'est des recommandations, je veux dire, européennes. Un autre contexte, ça reste à discuter. Tout, je veux dire, les gastropédiatres ici en Algérie, dans notre pays, ils veulent garder la biopsie, vu notre contexte, etc. Mais c'est ça les recommandations, les dernières recommandations en 2019 de la Société européenne de gastropédiatrie. Donc, on ne fait pas de biopsie. Donc, on va le voir après aussi, on va le voir. Mais aussi, cette sérologie, elle va nous aider aussi dans le suivi du régime pour savoir si mon malade, il fait son régime, il ne fait pas son régime. Donc, je fais des sérologies. Si l'enfant terroriste, c'est là que je le mets sur régime. Et je le suis. Si cette sérologie, elle va dégraisser, donc j'ai par exemple des anticorps qui sont fortement positifs, après quelques mois de régime, normalement, ça dégraisse pour se négativer après 6 mois ou 1 an de régime. Si l'enfant TRI, sa sérologie, elle se négative pas ce régime, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça fait discussion. Je dois rechercher autre chose. Soit le malade TRI ne fait pas correctement son régime, soit je me suis trompé, je veux dire, de diagnostic. La sérologie aussi, elle va nous aider pour dépister les cas familiaux et les sujets à risque dont on avait parlé. Quels sont ces anticorps? Donc, les anticorps, les anciens, c'est les anticorps antigliadines. Donc, c'est les premiers anticorps qu'on demandait. Donc, c'est il y a plusieurs années. Actuellement, on fait plus, je veux dire, on ne demande plus ces anticorps antigliadines. Donc, elles sont dépassées parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. De beaucoup de cas, vous allez demander des anticorps qui sont positifs alors que l'enfant n'est pas cœliaque. Donc, les anticorps antigliadines sont vraiment délaissés. Donc, les anticorps endomésium, c'est des anticorps qui sont de très, très bonne qualité. Donc, c'est rarement où vous allez tomber sur un cœliaque avec les anticorps anti-endomésium qui sont négatifs. Donc, les anticorps, ils sont à recommander. Donc, les anticorps anti-endomésium sont très, 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 je veux dire, très spécifiques et très sensibles. Aussi, les anticorps anti-transglutaminase tissulaire qui rentrent dans les recommandations. Dans les recommandations actuelles pour le diagnostic de la maladie cœliaque, la sérologie recommandée, c'est les anticorps anti-transglutaminase tissulaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont très sensibles, très spécifiques et aussi ailleurs, ils sont remboursés par la sécurité sociale. Donc, ils ne coûtent rien aux malades, ils sont très spécifiques, ils sont très sensibles. Donc, dans les recommandations, les dernières recommandations, les anticorps qui sont recommandés, c'est les anticorps anti-transglutaminase tissulaire. Il y a aussi les anticorps, les antipeptides désaminés de la gliadine. Donc, ce n'est pas les anticorps antigliadines, c'est la nouvelle version, si on peut dire ça, des anticorps antigliadines. C'est les anticorps antipeptides désaminés de la gliadine. C'est aussi des anticorps qui sont vraiment très, très sensibles et très spécifiques. Donc, on peut les demander, surtout qui sont de type IgG. On va le voir après. Par exemple, si vous êtes devant un enfant qui a un déficit en IgA, le déficit en IgA, c'est une pathologie qui est très associée à la maladie cœliaque. Donc, probablement, si vous avez un cœliaque, il y a un risque d'avoir un déficit en IgA. Donc, si vous avez un déficit en IgA, si vous demandez les anticorps type IgA, par exemple, si vous demandez les anticorps anti-transglutaminase type IgA, vous allez les retrouver négatifs. Mais c'est un faux négatif. Ce n'est pas que l'enfant n'est pas cœliaque, mais il a un déficit en IgA. D'ailleurs, il est toujours intéressant, quand vous demandez des anticorps type IgA, de demander les IgA totaux pour savoir si votre enfant il fait un déficit en IgA ou non. Si c'est un travail qui résume, je veux dire, on ne va pas détailler, voir la sensibilité et la spécificité des anticorps. Les anticorps anti-endomésium, ils ont une sensibilité à 95%, avec une spécificité à 99%, pratiquement à 100%. Ça veut dire, vous avez pratiquement à 100% le diagnostic. Si vous en prenez un cœliaque, les anticorps endomésium, ils seront positifs. Et s'ils sont négatifs, eh bien, votre enfant, il n'est pas cœliaque.
Pour les anticorps antitransglutaminase tissulaires aussi, ils ont une grande spécificité et une grande sensibilité. Une sensibilité à 98% avec une spécificité à 98%, pratiquement presque à 100%. Donc, sauf bien sûr si vous demandez les EGA, si votre enfant il a un déficit en EGA. Ça, il faut toujours lui demander les EGA totaux pour ne pas tomber dans ce piège. Donc, dans les directives d'ESPGHAN 2019, pour faire le diagnostic, il faut faire le dosage des EGA antitransglutaminase et les EGA totales en première intention. Donc, votre enfant, vous suspectez une maladie cœliaque, vous demandez les EGA antitransglutaminase et les antitransglutaminase type EGA et les EGA totaux. Si vous avez des EGA antitransglutaminase sont supérieurs à 10 fois la normale, par exemple, votre labo, il dit que les anticorps sont positifs à 10, l'enfant comme il est à 100 ou à 200 ou à 300, là, vous n'avez pas besoin de faire une BDJ, selon les recommandations européennes. Nous, on continue à faire les BDJ vu notre contexte, les labos, etc. Donc, mais vous êtes en droit de dire que votre enfant, il est cœliaque. D'accord? Maintenant, si votre enfant, il a un déficit en EGA, les EGA antitransglutaminase, bien sûr, ils seront négatifs. Donc, vous êtes obligé de demander les anticorps, par exemple, antitransglutaminase, mais de type IgG. Donc, vous demandez les anticorps antitransglutaminase type IgG, ou vous demandez les anticorps antigliadine, des aminés, parce qu'ils sont de type IgG. Donc là, ils prennent leur rôle. D'accord? Et là, vous êtes sûr de tomber sur votre diagnostic. Le typage HLA, il n'est pas des recommandations, je veux dire, il n'est pas obligatoire pour dire que l'enfant il est cœliaque de faire le typage HLA, mais si vous pouvez le faire, il est très intéressant. Dans d'autres situations, peut-être on va en parler après dans les discussions, qui vous posent des problèmes diagnostiques, ce que je vous ai dit. Si vous avez un HLA, le malade qui n'est pas HLA DQ2, DQ8, eh bien, vous êtes sûr que ce n'est pas un cœliaque. Ce n'est pas la peine d'aller rechercher ailleurs ou de faire d'autres. Donc, faut-il obtenir un taux sérique d'EGA total lorsqu'on prescrit un test de dépistage? Oui. Il faut le faire parce que ça fait partie du dépistage, des recommandations, et parce que le risque de déficit sélectif en EGA, il est 5 fois à 10 fois plus dans la population générale par rapport à la population générale. Donc, il y a cette association. Quel test faut-il prescrire chez un patient qui présente un déficit sélectif en EGA? Donc, on avait dit, c'est le dosage des anticorps, les antigliadines antidésaminés de type IgG. Donc, c'est le test recommandé. Mais vous pouvez demander les anticorps antitransglutaminase de type IgG. Donc, pour l'histologie, bien sûr, si on fait la biopsie, donc ce qu'il faut rechercher, c'est les lymphocytes intraépithéliaux. Donc, ça doit être supérieur à 25%. Donc, il est décrit avec un rapport vélocité-script qui est diminué. Vélocité aplatie ou atrophique avec infiltration par les cellules inflammatoires. Les lymphocytes intraépithéliaux, il faut les rechercher parce que parfois vous pouvez tomber sur une atrophie vélocitaire, mais il n'y a pas de lymphocytes. Ce n'est pas une maladie cœliaque. D'accord? Donc, il y a une stratification, on ne va pas entrer dans le détail. Donc, la classification de Marsh modifiée. Donc, il y a les 4 stades. Donc, on va dire que c'est un cœliaque à partir du stade 3B. Donc, il faut qu'il y ait une lymphocytose intralymphocytaire qui soit augmentée. Il faut retrouver l'hyperplasie des cryptes et l'atrophie qui peut être subtotale ou partielle. Donc, à partir de 3B, on peut dire que c'est un cœliaque, le stade 4 aussi. Donc, il faut l'augmentation des taux des lymphocytes intraépithéliaux, il faut l'atrophie et il faut l'hypertrophie des cryptes. D'accord? Le rapport hypertrophie des cryptes sur atrophie vélocitaire. Ça, c'est très important de connaître parce qu'on est parfois obligé de discuter une anapathe. On est des médecins et on discute. Donc, il y a une autre classification, ce qu'on appelle la classification de Corazza, aussi qui se base sur l'atrophie avec le ratio vélocité sur crypte et sur le taux des lymphocytes intraépithéliaux. D'accord? Qui doit être augmenté. À partir du stade B1, on dit que c'est une maladie cœliaque ou une atrophie au gluten. Donc, les complications, d'ailleurs, notre rôle, c'est d'éviter les complications, c'est le lymphome. Donc, c'est notre peur, c'est que l'enfant, il va développer un lymphome, mais bien sûr, à l'âge adulte. C'est pas à l'enfant, mais à l'âge adulte. Donc, c'est la hantise du médecin, c'est le développement du lymphome digestif. Donc, le traitement, comme le connaît tous, c'est le régime sans gluten.
Bien sûr, il faut extraire donc l'alimentation, tout ce qui est aliment à base de blé, d'orge ou de seigle. Bien sûr, ce qui est autorisé, c'est tout ce qui est riz, maïs, légumes, les fruits, les viandes, le poisson, le lait, donc le régime sans gluten. Le suivi de l'enfant cœliaque, bien sûr, c'est très important. Donc, le bilan biologique, les carences qui sont liées à la maladie cœliaque, donc la formule, l'hémoglobine, la ferritinémie, la calcémie, la vitamine D, et aussi le bilan radiologique, surtout pour rechercher une ostéopénie ou un retard de l'âge osseux. Bien sûr, c'est des consultations régulières qui se font. On fait le poids, la taille, donc la croissance de l'enfant Tana. Bien sûr, on va surveiller surtout l'écart de régime sans gluten. Et le régime sans gluten, je veux dire, le suivi, il est très, très difficile. On peut voir ça dans les débats. Vraiment, c'est très, très difficile. Il faut suivre aussi la puberté de l'enfant. La surveillance aussi, l'apparition de maladies auto-immunes. C'est vice-versa. Donc, si vous avez un cœliaque, il peut développer d'autres maladies auto-immunes. Donc, il faut aller les rechercher avant l'apparition de symptomatologie clinique. Par exemple, la thyroïdite auto-immune, surtout chez la fille adolescente. Donc, on va demander les anticorps antithyroglobulines, on va demander les anticorps antibréoxydase, le développement d'hépatite, par exemple, toujours la surveillance des transaminases, développement d'une anémie hémolytique. Donc, le dépistage familial chez qui? C'est surtout les apparentés de premier degré du patient cœliaque, la mère, le père, les frères, les sœurs. Donc, on fait un dosage des EGA avec les anticorps antitransglutaminases type EGA. Donc, si la sérologie est positive, probablement c'est un cœliaque. Si elle est négative, on peut faire les sérologies ailleurs, mais je veux dire, c'est pas l'âge, etc. C'est pas très intéressant. C'est en fonction de notre circonstance. Donc, comme conclusion, les recommandations internationales, bien sûr, ils prennent en compte toujours les nouvelles preuves scientifiques. Donc, arriver à délaisser la biopsie, je veux dire, c'est très, très fort. Bien sûr, il faut accompagner ces malades. C'est ça ce qu'on peut dire. Il faut accompagner ces malades parce que ces enfants, ils vont grandir, ils vont être des adultes, ils vont faire développer des complications à l'âge adulte qu'on peut prévenir nous en tant qu'enfants, surtout les problèmes d'ostéoporose, les problèmes des fractures, bien sûr le problème des lymphomes. Et je vous remercie. Je vous remercie. On va passer aux questions. Merci pour cette communication. On sent l'expérience. Donc, on va passer aux questions. Il y a deux questions, les mêmes, Dr Nasser et Dr El Mzouer, qui te demandent est-ce que le dépistage de la maladie cœliaque chez le diabétique ne se fait qu'une seule fois ou doit-on